Le premier sujet que j'aimerais qu'on aborde, il n'est pas complètement corrélé à la thématique de s'attaquer à des géants, mais il est très lié au contexte actuel. Voilà, je suis très intéressé de vous entendre sur ce qui se passe en ce moment dans la tech mondiale et aussi en France. Je pense que ça a échappé à personne qu'on est passé d'un stade d'euphorie totale, de survalorisation, où en début d'année, il y avait un petit combat, je crois, entre vous et Back Market pour savoir qui avait la plus grosse valorisation, bien sûr. Et que là, maintenant, on se rend compte que c'est un peu moins la mode. Que les investisseurs regardent la rentabilité, un mot qui découvre par rapport à la croissance. Et vous qui êtes tous les deux au cœur de la tech, j'aimerais savoir, est-ce que c'est aussi préoccupant que ça, la situation ? Alors, je pense que c'est pas si préoccupant que ça. Honnêtement, je sais pas, et je vais pas essayer de prédire l'avenir. Une vraie question que je me pose, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se passer dans notre microcosme, écosystème startup, et qui en fait n'est pas le monde entier, et qui en fait est une sous-partie de ce qui se passe, ou est-ce que ça va avoir un vrai impact sur le reste de l'économie, et auquel cas avoir un impact sur notre business, puisqu'en fait on sert des PME, et donc du coup s'il commence à y avoir beaucoup de PME qui ferment leurs portes, là ça peut avoir un impact. Et c'est quelque chose que vous percevez déjà aujourd'hui ? Il y a un impact là concrètement aujourd'hui pour vous ? Alors il y a plusieurs impacts. Donc déjà on a une root cause commune qui a un impact, c'est l'augmentation des taux d'intérêt qui pour nous a un impact direct. Donc en fait en tant qu'établissement de paiement, il faut savoir c'est qu'on est dans un contexte de taux d'intérêt négatif depuis très longtemps. Donc quand vous mettez 100 € sur Conto, nous on doit payer à la banque centrale, pour faire simple, de l'argent parce qu'on est en taux d'intérêt négatif. Donc du coup, en fait, les taux d'intérêt qui sont en train d'augmenter, de base, pour nous, on passe de les dépôts de nos clients sont une structure de coût à c'est une structure de revenus. Donc déjà, ça c'est plutôt positif alors pour vous. Positif. Ouais. Ensuite, les impacts que ça va avoir, ils sont de deux ordres. Premièrement, l'impact sur le business. On voit qu'on commence à avoir de plus en plus de fermetures d'entreprises en Europe. Est-ce que c'est cette crise-là ? On ne sait pas. Ou est-ce que c'est un rattrapage des aides d'État pendant le Covid, parce qu'en fait on a vu pendant le Covid que finalement il y avait de moins en moins d'entreprises qui étaient en train de fermer leurs portes. Et donc du coup les aides d'État s'arrêtent et à un moment ce qui se passe c'est qu'en fait il y a un rattrapage qui est en train de se passer. Donc il y a déjà ça qui se passe avant la crise. Et le deuxième ordre c'est que ça va aussi avoir un impact pour nous en tant qu'entreprise parce que nous on a de la chance, on a levé avant que tout ça arrive, donc on est dans une position très confortable, on continue à grossir, on continue à embaucher. Et donc on va voir deux choses se passer. Premièrement, des talents qu'on va pouvoir attirer parce qu'il va y avoir un peu moins de concurrence. Donc on est ravis de pouvoir accueillir plus de talents. Et de l'autre côté, des concurrents qui vont être dans des situations un peu plus compliquées où on va pouvoir avoir, nous, des opportunités business. Ok. Côté Alan, enfin côté toi à titre perso, ton interprétation et l'impact éventuellement côté Alan. Pas grand-chose de différent de ce que Marc-Antoine vient de dire. De notre côté, Alan, on va dire en général, on a un signal très fort du marché des investisseurs. On a eu la chance de lever au bon moment. On ajuste notre plan pour être plus rentable versus faire plus de croissance pour éviter de mettre la boîte à risque. Vous êtes rentable ? Les boîtes sont rentables ? Non, actuellement on n'est pas rentable. En revanche, l'argent qu'on a levé nous permet d'aller vers la rentabilité et c'est le plan qu'on met en place. Mais on se laisse la marge de pouvoir réaccélérer si on veut en fonction du contexte macroéconomique, mais ça c'est quand même un vrai changement de comment on pense à la croissance chez Alan et l'attention qu'on met sur la marge en interne. Après, nous, on n'a pas d'opportunité business directe avec des taux d'intérêt qui remontent. Dans l'assurance ou la santé, c'est plutôt des coûts de santé qui vont monter avec ça ou l'inflation. Et donc voilà, nous, on commence à voir des discussions qui commencent à être un tout petit peu plus compliquées et on va voir si ça se précise en effet, comme tu le dis, sur les budgets clients et l'attention au prix. Des budgets clients qui sont plus serrés et des discussions prix encore plus compliquées que par le passé. Mais donc côté Alan, on ajuste notre plan et puis après on va voir ce qui se passe en espérant que ça se passe au mieux pour tout le monde. Ok, super. On fait un retour en arrière, on repart un petit peu à la jeunesse de vos boîtes, alors pas au niveau des idées vraiment, mais au niveau quand même des premières années. Et j'aimerais bien que vous me donniez les visions initiales de vos boîtes, c'est-à-dire que le moment où vous vous lancez, même si vous n'étiez pas là l'un et l'autre, mais je pense que ce sont des visions largement partagées dans la boîte.
quel est le déclencheur? Qu'est-ce qui fait que vous dites tiens, on va s'attaquer à des marchés qui sont quand même ultra occupés, et par quel axe on va le faire? Alors le déclencheur, je pense que c'est l'histoire assez classique de ces entrepreneurs qui avaient besoin d'ouvrir un compte en banque et c'était une galère pas possible. Et donc du coup, c'est Steve et Alex qui se disent on comprend pas pourquoi c'est aussi compliqué, on va essayer de résoudre le problème. Et il se trouve que en fait, on a plein de gens dans l'écosystème qui se plaignent de la même chose, il se trouve qu'il y a une grosse profondeur de marché et il se trouve qu'il y a l'environnement technologique qui permet de le faire rapidement. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a 15-20 ans. Donc ça, c'est le déclencheur. Et après, la vision, donc la vision aujourd'hui de Conto, c'est un compte bancaire par-dessus lequel on apporte tous les produits qui vont vous servir pour gérer vos finances en tant qu'indépendant, petite entreprise ou moyenne entreprise. Donc c'est au-dessus des capabilities bancaires, une carte de crédit, la possibilité de recevoir de l'argent, d'émettre des virements, etc. On va vous créer des outils de bookkeeping, des outils de spend management, du cash flow management, etc. L'idée, c'est sur la même plateforme, vous avez tout ce qu'il vous faut pour gérer vos finances. Et la vision de Conto à la base, c'était exactement ça, mot pour mot. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est moins dans un monde où ce qui est important, c'est la vision, parce qu'en fait, cette vision-là, elle n'est pas incroyablement originale. Des acteurs qui essayent de faire ça sur le marché, il y en a 20. Donc en fait, on a une vision très claire. En plus des banques traditionnelles. En plus des banques traditionnelles. Parce que c'est quand même leur vision aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Vous regardez les pubs BNP à la télé, c'est des gens qui regardent des graphiques de cash flow management sur leur iPad. En fait, ils veulent faire ça aussi. Donc en fait, la question, elle est plus dans le monde de comment on l'exécute. Et on a cette vision qu'on a depuis 5 ans, 6 ans, et en fait, on est en train de l'exécuter pièce par pièce. Et justement là-dessus, je reste un tout petit peu avec toi et en faisant appel à ton passé de CTO, ça a été quoi la stratégie un peu make versus buy? Sachant que j'imagine que dans les infrastructures bancaires, il y a beaucoup de choses. Vous avez tout refait, vous avez acheté beaucoup de briques. Comment ça marche? Alors, quand on a lancé, on n'a pas tout fait in-house, et c'est toujours pas le cas d'ailleurs. Et le core banking system, donc tout ce qui permet justement de gérer les virements, les cartes, ce genre de choses, on l'a fait en s'appuyant sur un partenaire qui s'appelle Trezor, et du banking as a service. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rapidement shippé une application par-dessus un core banking system externe. L'objectif, c'était d'aller vite, de commencer à avoir des clients. Et au bout de 2 ans, on a migré sur notre propre core banking system qu'on a fait in-house. Donc vraiment, l'idée, c'est d'intégrer de plus en plus de choses. Mais de toute façon, l'environnement bancaire est tellement complexe qu'on est toujours en train de s'appuyer sur d'autres banques. De toute façon, les virements partent entre banques. Il y a plein de briques techniques qu'on ne peut pas refaire du jour au lendemain, qui demandent d'avoir énormément de réseaux avec d'autres banques, etc. Donc en fait, on est extrêmement intégré avec les autres banques. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est un peu la partie drôle on s'attaque à des personnes d'une certaine manière. On est en concurrence avec ces personnes-là, mais en fait, on en est très dépendants et ils sont tous dépendants les uns des autres. Donc du coup, il y a cet équilibre à trouver dans les relations. C'est d'ailleurs une des questions qui est posée, là, je rebondis là-dessus, qui est comment croître et rester indépendant sans se faire racheter par les acteurs traditionnels. Je pense que ça rejoint un peu le point sur la vision que vous avez. Mais est-ce que ce sont des choses qui sont des discussions qui ont pu avoir lieu à un moment de se dire tiens, il y a un acteur traditionnel qui va nous réintégrer, sachant que c'est à la fois la compétition et à la fois les gens sur lesquels vous vous appuyez au quotidien? Jamais. C'est pas du tout le jeu auquel on joue. L'idée, c'est pas d'aller se faire racheter par une banque traditionnelle. On a un énorme respect pour les banques traditionnelles. On voit que c'est arrivé, des banques comme Shine, par exemple, qui sont fait racheter récemment. Oui, tout à fait. Et c'est pas du tout le chemin qu'on veut prendre. On a une vraie ambition d'aller changer la manière dont le business banking est fait au niveau européen. Et on a tendance à croire qu'on va pas réussir à le faire si on se fait racheter par les banques traditionnelles qui aujourd'hui n'arrivent pas à craquer le problème. Ok. Super. Thomas, vous êtes, alors c'est valable pour l'un et l'autre, vous êtes dans des business qui sont globaux par nature, hein, puisque la mutuelle d'entreprise est obligatoire de ton côté. Le fait d'avoir un compte bancaire pour une entreprise, c'est quand même aussi un passage obligé. Les acteurs traditionnels auxquels vous avez fait face quand vous avez démarré et auxquels vous faites toujours face, ils adressent tout le monde. Ils essayent d'adresser tout le monde, ce qui est peut-être d'ailleurs le drame aussi. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez choisi vos premières cibles. Oui, tout à fait. Juste pour reprendre un point de détail, l'assurance complémentaire santé obligatoire, c'est en fait très français.
c'est vraiment pas du tout la même chose dans les autres pays européens. On peut y revenir, mais ce qui fait qu'en fait l'expansion européenne est un autre challenge. Mais si on parle de la France, Alan s'est lancé après en fait cette réforme de 2016 qui a rendu l'assurance complémentaire santé obligatoire à toutes les entreprises. Donc déjà, ça c'était une tendance de fond qui ouvrait en fait un marché parce que toutes les entreprises françaises devaient fournir un complémentaire santé à leurs employés. Donc là, il y avait déjà pas mal, ça crée un nouveau marché sur lequel on pouvait s'engouffrer. Et au-delà de ça, le jeu et la complexité pour Alan, ça a été de trouver un marché sur lequel on pouvait commencer à grandir, pour lequel on pouvait délivrer une offre et un niveau de service à l'auteur de ce qu'on voulait, dans une industrie où il faut faire beaucoup de choses. Comme le disait Marc-Antoine, en fait, si on veut proposer une assurance comme premier produit, une assurance, c'est gros, ça nécessite de gérer le risque, ça nécessite de gérer toutes les factures d'hospitalisation qui arrivent avec beaucoup de complexité, etc. Donc, tout ça pour dire qu'on a commencé, côté, en tout cas B2B, par des petites entreprises avec notre ADN, qui étaient en fait nos early adopters et qui ont bien marché de ce côté-là. Ça va sembler évident a posteriori potentiellement, mais c'est vraiment des boîtes qui achetaient en fait notre vision. Et pour rebondir sur ce que tu disais, on a vraiment commencé par vendre notre vision qui est basée sur la santé, au-delà de juste l'assurance santé. L'assurance santé, c'est en fait une commodité. Tout le monde s'intéresse aux garanties et aux prix, et c'est des tableaux Excel qui vont dans des détails très précis, et c'était un jeu qu'on avait du mal à gagner et qu'on ne voulait pas forcément jouer. Donc on vendait notre vision, notre positionnement, c'est le partenaire santé des entreprises et des employés. Et donc on essaie vraiment d'aller au-delà, et notre vision, c'est de proposer des services de santé qui permettent à nos membres de prendre soin de leur santé physique et de leur bien-être mental maintenant, au-delà de l'assurance. Donc la première chose qu'on a fait, c'est vendre la vision, parce que le produit était quand même assez naissant. Et la deuxième chose, c'était des gens qui avaient le même ADN et qui trouvaient la valeur dans une meilleure expérience produit, etc., même si le scope produit était peut-être moins gros que des gros compétiteurs, si on pense à AXA, Allianz ou des choses comme ça. Donc c'était vraiment trouver la niche du marché qui chez nous était les petites boîtes tech parisiennes au final. Et le réseau, on a commencé comme ça, et à posteriori, on s'est étendu à la fois en segment de marché et en taille. Et est-ce que maintenant que vous êtes dans une logique d'étendre, j'imagine quand même la cible initiale, pour des raisons de scalabilité aussi, c'est-à-dire que le nombre de startups parisiennes du Sentier n'est pas illimité, donc il faut aller chercher du business un peu traditionnel. Est-ce que ça a un impact sur les choix produits que vous faites en termes d'UX, en termes de stratégie ? Oui, évidemment, c'est assez énorme. On a un peu cette dichotomie en interne. D'un côté, on veut vraiment délivrer sur notre vision d'être une boîte de santé. Et donc, on investit énormément dans les services de santé. On a racheté une boîte qui s'appelle Jour pour faire de la santé mentale, qu'on a rebrandé en Alan Mind. On investit dans une clinique virtuelle avec des médecins, etc. Donc on investit beaucoup dans la santé, qui est le futur, notre différenciation, ce qui nous permet de concrétiser notre vision et ce qu'on vend. À mesure qu'on monte en taille de boîte ou qu'on change de segment, on se heurte à une réalité de marché qui est, il y a beaucoup de must-have ou de réalité des produits des concurrents qui sont en place. Et tout le jeu, c'est quelle complexité on prend pour réussir à signer des deals, même si ça nous ralentit un peu vers notre vision long terme. Et ça peut être des exemples très basiques de facturation. Est-ce qu'actuellement on ne facture que mois par mois, et il y a pas mal de boîtes dans certaines industries, certaines tailles, qui veulent ça au trimestre ou tous les 6 mois. C'est pas forcément énorme, mais chacune de ces petites briques qu'on rajoute de la complexité au système, nous ralentit, etc. Et donc c'est la facturation, comment on invite les employés, etc. Et on a pas mal de complexité sur la partie vraiment B2B et core plateforme d'assurance. On essaie de prendre le minimum, mais il y en a de plus en plus qu'on prend à mesure qu'on grandit, parce que c'est vraiment les bloqueurs de deal qu'on a sur le chemin de la croissance. Ok, très clair. Oui, vas-y, Marc-Antoine, bien sûr. J'aimerais rajouter quelque chose sur cette question de la cible qu'on a. Je trouve que c'est une discussion qu'on a beaucoup eu chez Conto. Il y a un point clé, c'est que vous avez vraiment un arbitrage à faire entre le focus de la boîte et la manière dont les fonds et le marché va vous voir. On a beaucoup eu à des moments des personnes qui ont poussé en interne sur il faut qu'on se concentre sur des plus petites boîtes, il faut qu'on soit très clair sur le message, on va sur les plus petites boîtes. Mais si vous faites ça, d'un seul coup, quand quelqu'un regarde votre business, que ce soit un client qui arrive, qui est un peu plus gros,
et qui se dit, ah du coup c'est pas pour moi, ou que ce soit les fonds, ce que les fonds vont regarder, c'est, ah mais en fait la profondeur de marché elle est beaucoup plus petite. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de faire une banque pour les freelances. Donc en fait c'est très particulier, parce que dès le début on s'est dit, on fait ça pour tout le monde, en sachant très bien qu'en fait c'est pas pour tout le monde, parce que si tu veux déposer du cash, tu peux pas. Mais on s'est toujours imposé le non, on va prendre toutes les boîtes, on essaye d'apporter de la valeur pour tout le monde, et en fait c'est ça notre positionnement, et il n'est pas question qu'on commence à dire qu'on est la boîte pour les freelances ou la boîte pour les startups parisiennes, etc. Donc du coup voilà, c'est cet équilibre-là à trouver qui est un peu délicat, et c'est très très dur de résister à la tentation de vouloir se concentrer, qui donne l'impression que ce sera plus facile. Même si évidemment la tendance dans le monde produit, c'est de dire il faut bien choisir sa cible, être ultra spécialisé. C'est exactement ce que j'allais te dire. Ça va un peu à l'inverse de tous les principes qu'on a de choisir une niche, de l'adresser au maximum, enfin au moins dans un premier temps, quoi. Donc c'est pas la philosophie que vous avez eue au début. Elle était plutôt on adresse la cible la plus large possible. Alors c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est vrai de dire qu'il faut trouver une niche et l'adresser. Malheureusement, c'est pas si simple. C'est vrai qu'il faut faire ça, mais attention. C'est pas pour autant qu'il faut aller sur la facilité de le mettre en gros sur votre site et de concentrer toute la boîte dessus. C'est-à-dire que oui, on va vers ces gens-là, mais on a toujours insisté en interne, on a toujours insisté dans notre communication sur c'est pas ça qu'on fait. Donc du coup, voilà, il y a cet arbitrage à faire qui est un peu complexe. Et c'est quelque chose qui résonne chez nous, la façon dont on y pense quand on fait un plan annuel. En fait, on pense à 2 ans, où on se dit cette année, les marchés, les segments de marché ou les niches qu'on veut vraiment gagner, ce sont celles-là ou ces 3-là, où on se dit on veut vraiment gagner ces pourcentages de parts de marché dans ces segments-là. Mais on met toujours dans notre plan, en tout cas depuis plusieurs années, des segments qui sont plus durs, nouveaux, des explorations, et qui sont en fait le levier de croissance de l'année d'après. Et ça sert en interne pour notre plan, mais aussi en externe pour des investisseurs ou les autres boîtes, pour avoir anticipé le levier de croissance d'après, avoir les premières références et continuer l'histoire. C'est vrai que sinon, en effet, les boîtes du sentier... au bout d'un certain temps, ça sature. Le marché est moins profond, quoi. Une question aussi par rapport à l'innovation, finalement. Alors, le terme est un peu global, hein. Mais qu'est-ce qui fait, de votre point de vue, qu'à chaque fois que j'ouvre mon appli HSBC, j'ai globalement envie de me pendre, hein, enfin, c'est à peu près la réalité, et que je suis même heureux d'ouvrir soit Alan pour consulter un remboursement, c'est quand même pas dans l'acte pas hyper excitant, hein, ou alors d'aller sur Conto pour remplir mes notes. Voilà, finalement je passe un bon moment. Comment on explique que ces acteurs traditionnels qui ont quand même tous les moyens, tout l'historique, toute la connaissance, n'aient pas été foutus de faire ça? Je suppose qu'on va aborder à peu près les mêmes thèmes. La réponse est peut-être un peu évidente pour tout le monde, mais je regardais une vidéo YouTube récemment de Elon Musk. Alors, je ne suis pas le plus gros fan de cette personne-là, mais je pense qu'on peut écouter ce qu'il dit, c'est plutôt intéressant. C'est un journaliste qui posait la question il y a 15 ans, je crois, qui disait « Mais comment est-ce que vous pensez que vous allez attaquer le marché de l'automobile alors qu'en face de vous, ils ont des moyens illimités ?» Il disait « Mais en fait, la ressource rare, c'est pas l'argent. La ressource rare, c'est d'avoir des petites équipes de gens très intelligents qui croient en quelque chose et qui vont l'exécuter rapidement. » Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'en fait, on se trompe en pensant que ce qui fait la différence, c'est les moyens. Ce qui fait la différence, c'est le cerveau des gens qui sont dans l'équipe et leur volonté d'aller accomplir quelque chose. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est des choses qu'on commence à sentir, nous, de notre côté. On grossit, le système grossit. Et en fait, quand on commence à toucher quelque chose dans le système, c'est un peu plus dur de le changer. Donc imaginez les banques qui ont des systèmes informatiques depuis des décennies, sur des langages qui n'existent plus. Grosso modo, je pense qu'il y a beaucoup de choses, ils ne savent même plus comment ça fonctionne. Et en fait, c'est pas parce qu'ils sont mauvais. Au contraire, ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Parce que si aujourd'hui on s'attaque à eux, c'est quand même que c'est les leaders, c'est qu'ils ont fait quelque chose d'assez exceptionnel. Mais en fait, ils ont 40 ans de legacy. Nous, avec 5 ans, on sent déjà le poids. Donc 40 ans de legacy, j'imagine à quel point ça doit être dur de changer les choses. Ok. Les 2 choses que je rajouterais, la première, c'est probablement relativement évident comme tu disais, mais c'est quand même de partir de l'utilisateur. Je pense que nous, c'est quelque chose d'hyper fort. C'est notre première valeur chez LAN, on dit ça member first, mais à mesure qu'on grossit, à mesure que tout le monde se retrouve un peu plus loin des clients, c'est facile de perdre de vue les besoins utilisateurs et de se focus plus sur des problématiques internes, de process ou personnelles. Je pense que plus la boîte grossit, c'est ce qui se passe. Et du coup, nous, un de nos postulats, c'est que
l'utilisateur n'avait pas été au centre du système de santé pendant un certain temps, et on essaie de le remettre au centre, donc c'est vraiment le focus sur l'utilisateur. Mais une deuxième chose qui est très forte, dans le cas de ce qu'on voit et ce qu'on fait chez Alan, c'est de construire nous-mêmes. C'est un peu lié à ce que tu dis, mais on a pris des partis pris hyper forts chez Alan sur les quelques briques clés de l'assurance et de la santé, de construire principalement nous-mêmes. Un bon exemple, c'est ce qu'on appelle le claim management, donc ce qui est la gestion des remboursements. Donc si tu nous envoies une facture d'ostéopathie, ça va arriver chez nous, on va la traiter, on va te rembourser immédiatement. Ou si c'est une opération grave, tout va être géré en interne chez nous. Et c'est des moments hyper clés avec des émotions, comme disait Amandine. Et ce qu'on fait avec les compétiteurs, c'est en fait ils ont externalisé beaucoup. Et nous, en réinternalisant, on peut homogénéiser toute l'expérience utilisateur, avoir toute la data et recréer une expérience cohérente. Et je pense qu'à mesure de la croissance de l'industrie, de l'assurance ou de grosses industries, il y a souvent des mouvements d'externalisation, puis de réinternalisation. Nous, on a vraiment pris le parti de réinternaliser au maximum. On reconstruit beaucoup de choses. Et ça nous permet au final d'avoir une expérience qui est beaucoup plus cohérente, plutôt qu'on reçoit ta facture, on l'envoie à un third party, qui nous la revoit avec 2 jours de délai. On ne sait même pas pourquoi ils ont fait un truc. On envoie un remboursement, on ne donne pas les infos. Ça nous permet de donner les infos et d'aller beaucoup plus vite. Ok. Et on remarque quand même qu'une des énormes valeurs de vos applications, c'est cette notion de simplicité, parce que finalement l'innovation que vous avez, elle n'est pas tant dans le produit sous-jacent. Je pense que Alan, même si c'est une brique, l'assurance d'un plan qui est beaucoup plus large, n'a pas finalement réinventé le produit d'assurance en tant que tel, de la même manière que sur les produits bancaires, voilà, un crédit c'est un crédit, un dépôt c'est un dépôt, et donc c'est tout ce qui est au-dessus qui va créer la simplicité. Et ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est qu'on rentre dans les choses qui sont cachées sous cette simplicité, c'est-à-dire toute la complexité que vous avez réussi à masquer. Souvent dans les conférences, on reproche aux personnes de ne donner que la partie un peu polie du joyau et tout fonctionne bien, tout est merveilleux. Et là, j'aimerais bien vous demander les plus grosses barrières et difficultés que vous avez rencontrées pour arriver justement à des résultats comme ça qui, en apparence, sont hyper fluides. Je ne sais pas s'il y en a un qui veut se lancer. Je vais commencer. Alors la première barrière pour nous, et je n'étais pas du tout là, c'est la régulation. L'équipe initiale d'Alan a été chercher une licence d'assureur auprès de la CPR, donc le régulateur. Et on leur avait dit que ça prendrait des années. Ils ont réussi à faire ça en moins de 6 mois, je crois. Donc c'est un peu lié à une petite équipe motivée. En fait, ça marche plutôt très bien. Et donc Alan a pris le parti depuis le début d'être un vrai assureur, tout comme les gros, AXA, Harmonie Mutuelle, etc. Et c'était le premier depuis une 30aine d'années. Donc ça, c'était un vrai premier challenge, parce que sinon, le plan d'Alan ne pouvait pas commencer sans être agréé par la CPR. Ensuite, on a deux problématiques de marché. Un des gros sujets chez nous, ça a été que les contrats d'assurance sont très saisonniers, ou étaient très saisonniers. C'est-à-dire qu'ils ne se renouvelaient que le 1er janvier, avec 3 mois de préavis. Et si jamais l'entreprise n'avait pas envoyé son courrier recommandé avant le 31 octobre, ou le 31 septembre, bon, je ne sais plus, c'était 3 mois, etc. Mais en gros, à une date très claire, très donnée, ça repartait automatiquement pour 1 an. Et donc ça solidifiait le marché très fortement. Un beau mécanisme de rétention, voilà. Dark pattern, parfait. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a réussi avec d'autres acteurs de l'industrie à en fait casser en faisant du lobby. Il y a une loi qui est passée, etc. Mais ça a pris beaucoup de temps. Et donc le marché était quand même très structuré en faveur des gens en place. Donc ça, c'était le marché. Et après, côté produit, en fait, il y a énormément d'investissements internes. Je disais tout ce qui était claim management. C'était 30% de nos équipes techniques pendant 1 an quand on était plus petits. Tout ce qui est, on a beaucoup d'outils internes sur pricer des produits d'assurance, sortir des contrats rapidement avec les targets de marge qu'on a, etc., qui permettent ensuite d'avoir la simplicité par-dessus, parce qu'on a en fait beaucoup de travail en amont, beaucoup de technologie et d'investissement sur la direction qu'on veut prendre et abstraire cette complexité pour l'utilisateur. Et le dernier point, c'est peut-être aller très profondément dans les contraintes légales, les contrats, pour ensuite l'expliquer de manière simple et un peu humoristique aux utilisateurs. Si vous êtes utilisateur d'Alan, vous verrez qu'on essaye d'expliquer des choses complexes de manière relativement simple. Une table de remboursement de garantie d'assurance, c'est en fait très cadré par la loi, avec un nombre de lois successives assez énorme, qui fait que le framework pour définir le remboursement de lunettes, c'est pas le même que les médecins, que les dentistes, et qu'en fait, c'est vraiment incompréhensible. Et donc nous, il y a beaucoup de travail d'aller comprendre,
de se réextraire et de simplifier, parfois en perdant un peu d'argent parce qu'on se dit c'est plus simple de rembourser un tout petit peu plus pour avoir une simplification, une couche de simplification de notre côté. Et ça se voit pas du tout, ça a juste l'air simple, mais il y a eu beaucoup de travail de compréhension et de simplification de la complexité de l'industrie au final. Alors de notre côté, les barrières, on avait deux types principaux. Premièrement, et en fait qui sont assez liés, c'est qu'en fait on s'inscrit dans un écosystème. Quand vous êtes une banque qui arrive, donc, nous établissement de paiement, il se passe des choses comme des banques qui refusent votre IBAN. On a des clients qui essayent de faire des virements, les virements sont refusés. On a des boîtes qui refusent de faire des mandats de prélèvement sur l'IBAN, etc. Donc aucune malveillance derrière les personnes. C'est pas des gens qui sont mis en groupe et qui se disent comment on va mettre des bâtons dans les roues de Conto, mais réellement juste c'est quoi cet IBAN qui commence par QNTO? C'est quand même bizarre. Ce genre de choses. Donc en fait, il a fallu du temps pour être connu dans l'écosystème, pour être assez valorisé pour que les gens n'aient pas peur. Et d'ailleurs, encore récemment, je déjeunais avec un client. Ces clients, ils ont peur à des moments. Quand ils donnent l'IBAN, les clients disent mais je dois vraiment vous faire un virement sur cette IBAN? Donc voilà, il y a du travail à faire et ça c'est une des barrières parce qu'en fait on n'est pas la SOG, la BNP, etc. qui sont là depuis des années et des années, des décennies et qui ont ça. Le deuxième point c'est un peu ce que tu disais, c'est comment est-ce qu'on arrive à gérer le travail avec des partenaires. Comme on l'a dit, on s'est intégré avec un core banking system externe au début, le card processor qui est externe, etc. Et évidemment, c'est des personnes qui ont des cultures différentes et qui potentiellement ont des cultures du monde qu'on est en train d'essayer de changer. Et ça c'était très compliqué parce que avoir des personnes qui nous disent bon, pour valider un compte, il faut 2 ou 3 jours, et nous en face qui arrivions et qui disent ok, mais on aimerait que ce soit fait en 15 minutes. Du coup, en fait, le grand écart, il est un peu dur. Et donc, il y a énormément de travail à faire sur le management des third parties. Et ça, je le dis plus de manière globale, c'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour tout le monde. Ça fait vraiment partie du travail, quelque chose sur lequel il faut être très très fort au lancement d'une boîte. Au début, vous êtes forcément dépendant de personnes, et il faut être brutal dans la manière de l'approcher. Il faut vraiment pas hésiter à y aller tête baissée. Et en fait, nous, on a bossé avec des partenaires. C'est bon, ok, votre doc, elle n'est pas prête, on peut se mettre ensemble. On bosse et on fait la doc ensemble, la doc d'API. C'est ok, ça, vous n'y arrivez pas. Est-ce qu'on peut venir et essayer de bosser là-dessus avec vous? Donc en fait, c'est un peu, vous avez des barrières de base parce que les personnes ne pensent pas comme vous. Parce que justement, si vous avez une opportunité business, c'est que vous pensez différemment. Et il faut réussir à les faire rentrer dans votre monde. Et ça, c'est extrêmement compliqué. C'est beaucoup de travail, mais c'est clé au lancement d'une boîte comme la nôtre. Et des challenges technologiques aussi que vous avez rencontrés. Enfin, c'est lié, j'imagine, là, à ce sujet-là. Il y a eu des choses qui étaient des gros obstacles à franchir pour vous. Oui, forcément. Le plus gros, c'était tout le monde qui nous dit que faire un core banking system, ça prend 2 à 3 ans. Et nous qui nous sommes dit, faut que ça prenne 9 mois. Donc comment on le fait? C'est toujours pareil, en fait. Le challenge, il était moins sur la capacité d'y arriver. On sait qu'on pouvait y arriver, il y a des gens qui l'ont déjà fait avant. Mais comment en fait on arrive à l'exécuter 10 fois plus vite avec un niveau de qualité supérieur? Et ça c'est le vrai challenge, ça c'était le truc qui tirait toute l'équipe pendant un moment. Et donc on a réussi à faire un core banking system avec une alpha en 9 mois. Donc ça c'était le challenge, c'était vraiment sur les questions d'exécuter rapidement. Et évidemment la qualité en premier, parce que si vous commencez à avoir des bugs sur l'argent de vos clients, vous assurez que ça se passe pas très très bien. Donc ils ont tendance à rapidement décrocher le téléphone ou venir au bureau pour vous expliquer qu'ils sont pas contents de manière tout à fait légitime. Ok, parlons un peu des concurrents. Vous voyez concurrents des historiques que vous essayez de challenger, vous voyez concurrents de gens qui font le même business que vous. Et deuxième partie de la question, quel rapport vous entretenez avec ces historiques qui sont à la fois des gens que vous voulez challenger quand même sur certains aspects et à la fois des gens dont vous avez quand même encore aujourd'hui besoin, quoi. Alors sur la partie comment on pense à nos concurrents, nous c'est assez lié aux 2 chapitres de l'histoire d'Alan. Le premier chapitre d'Alan, c'est vraiment l'assurance santé. Et donc là-dessus, nos concurrents, c'est les grands assureurs présents en France et en Europe. Donc c'est AXA, etc. Sachant qu'il y a quand même des beaucoup plus petits. Et le deuxième type de concurrent pour nous, c'est sur le deuxième chapitre d'Alan, qui est les services de santé. Donc là, un de nos gros paris, c'est sur la santé mentale. Donc on a lancé un produit qui s'appelle Alan Mind. Et là, c'est surtout des
d'autres startups dans le domaine de la santé mentale qui vont extrêmement vite, qui sont des boîtes comme nous. Et donc on a deux types de compétiteurs très différents et deux types de marchés très différents. Donc ça c'est encore un autre sujet. Et sur nos rapports avec eux, sur la partie assurance, c'est un peu lié à ce qu'on discutait sur. C'est une industrie très grosse avec des partenariats un peu dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de briques sur la chaîne de valeur. Et donc avec les très gros, on est plutôt juste concurrents, pour être honnête actuellement. Sur les plus petits, on discute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous aider, parce qu'on ne peut pas forcément être les meilleurs sur toute la chaîne de valeur tout le temps. C'est ce qu'on a commencé par faire, mais pour grossir encore plus vite et aller adresser tous les marchés, il y en a des potentiels de se mettre d'accord sur certaines choses potentiellement. C'est le tout début de notre histoire là-dessus. Donc ça, c'est sur la partie assurance. Et sur la partie santé, honnêtement, c'est de la compétition assez acharnée. On a peu de relations. C'est quoi le regard qu'ils ont sur vous? Alors tu le sais peut-être pas parce que tu n'es pas de l'autre côté, mais est-ce que c'est une partie d'admiration, c'est une partie de défiance? Ils vous mettent des bâtons dans les roues? Enfin, la question peut s'appliquer pour les deux. Honnêtement, je ne sais pas trop. On a assez peu de contacts. En tout cas, moi, avec ce que je fais dans la boîte côté produit, j'ai assez peu de contacts. Je peux des oui-dire de ce qu'on voit sur certains deals ou dans l'industrie. Je pense qu'on a été c'est une histoire relativement classique. On a été très dénigrés au début, ou bien ça ne s'intéressait pas trop à nous. Maintenant qu'on commence à grossir, ils font un peu plus attention. Et un des signaux qu'on a, c'est des assureurs existants qui se battent vraiment pour des deals, notamment sur le prix. Et qui essaie vraiment de nous empêcher de grossir par ce biais-là, notamment parfois. Après, de manière plus large sur à quel point ils pensent à nous, j'ai pas forcément de point de vue. Je pense qu'on sait qu'ils discutent un peu de nous. Enfin, ils regardent les graphes, ils savent qu'on grossisse vite. Après, ils en sont probablement là. Alors, on a la sensation on n'a pas la sensation, c'est très clair. Les banques traditionnelles commencent à se réveiller là-dessus. Des phrases du style les fintechs c'est l'ennemi, ce genre de choses. Donc on voit ça dans nos relations, on a des partenaires, on a des partenaires qui peuvent nous dire du jour au lendemain « Hey, d'ailleurs cette brique que vous faites avec nous, en fait dans 6 mois on va arrêter ». Et donc du coup, faut qu'on build de nouveau le truc, etc. Donc toujours pareil, c'est un peu ambivalent parce qu'on est toujours partenaire avec eux, mais oui, ils commencent un peu à grincer des dents, et c'est légitime, ça s'appelle de la concurrence, et donc c'est normal, ça devait arriver à un moment. Ok, donc forcément ça impacte un peu vos roadmaps aussi, de dire on doit reconstruire une brique qu'on n'avait pas du tout prévu de reconstruire, ça ce sont les choses qui arrivent, quoi. Ah, complètement. Vous pouvez du jour au lendemain avoir quelqu'un qui vous dit ah bah là vous faisiez tel type de virement avec nous, en fait vous allez faire autrement maintenant. Et donc oui, il n'y a pas de question de comment est-ce qu'on le priorise, juste la question de on le fait, et parce que sinon ça s'arrête de fonctionner. Donc voilà, ça nous met à la fois ça nous met aussi dans une seringue qui nous oblige à aller très vite sur certains sujets. Voilà, on peut le prendre de manière positive. Ok, très bien. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais bien qu'on se tourne vers le futur. Avec une question qui a été posée par la salle, mais que j'avais envie de vous poser dans tous les cas. On a parlé du legacy, par exemple, tout à l'heure. Tu disais, oui, c'est normal que nous, on aille plus vite parce qu'on est parti d'une feuille blanche. Les banques, ils ont 40 ans d'historique, voire plus. Qu'est-ce qui fait que dans 15 ans, dans 20 ans, il n'y a pas un Alan 2 et un Conto 2 qui vont faire la même chose que ce que vous faites aujourd'hui? Alors, si c'est que dans 15-20 ans, c'est cool. Honnêtement, ça peut arriver beaucoup plus vite que ça, et ça arrive. Enfin, dans 5 ans, pour te mettre dans la seringue, comme tu disais. Honnêtement, il n'y a aucune réponse à ça, à part comment est-ce qu'on est en train de scaler la boîte et la culture de la boîte. Il y a les questions de... concrètement, justement, j'imagine que ce sont des questions que vous vous posez. En permanence, oui. Et donc... est-ce qu'il y a des actions qui sont prises pour dire on ne va pas se retrouver dans la même situation que les autres dans X années? Oui. Tu peux raconter, peut-être que tu ne peux pas tout raconter. Mais... Non, ce n'est pas une question de ne pas le raconter, c'est une question il reste quelques minutes. Et malheureusement, en fait, comme c'est le sujet, ce sujet-là, c'est le sujet numéro 1 d'obsession de votre boîte à partir du moment où vous commencez à grossir. Au début, c'est commencer à avoir un produit, commencer à avoir de l'attraction. Et dès que vous allez être 20 ou 30, en tant que founder, le premier truc qui va vous arriver, c'est « Ouh là là, je contrôle plus rien.
on est 3 fois plus, on ship 2 fois moins. Avant, ça me prenait 2 jours de faire ça, maintenant, ça prend 6 jours. J'ai l'impression qu'il faut que je check tout le temps, etc. En fait, c'est la question de base de tout entrepreneur. Et malheureusement, ça ne se résout pas facilement. Il y a plein de gens qui ont bossé des modèles. Nous, on a un truc très fort qui s'appelle The Conto Way en interne, sur lequel on a beaucoup travaillé, qui s'inspire très fortement de quelque chose qui s'appelle le Toyota Way. On a écrit beaucoup là-dessus, si vous voulez aller voir en quoi ça consiste. Et la seule question qu'on se pose, c'est comment on continue à scaler tout en shippant vite et tout en continuant à shipper de la qualité. Et ça, c'est les gestes de manager au jour le jour, c'est l'impulsion que donnent les C-level et les founders. Ça passe par 50 leviers différents. Et donc, j'ai pas de recette magique à vous donner là-dessus. Mais c'est, en tout cas, le seul truc que je peux vous dire, c'est que ça doit être votre obsession. Et de toute façon, ça va le devenir naturellement dès que vous allez commencer à grossir. Pas énormément de plus à ajouter à ça. La culture, nous on a les leadership principles, qui est probablement l'équivalent. Avoir documenté sa culture et le pourquoi à mesure qu'on scale, ça a vraiment changé. Enfin, ça nous a vraiment beaucoup aidé. L'autre point, c'est ce que tu disais au début, c'est le recrutement et les talents qui rejoignent la boîte. Un risque, c'est de baisser la barre ou keep a high bar, comme on continue à répéter. C'est ça qui peut en fait ralentir la boîte fondamentalement en fonction de qui est dans votre boîte. Et ensuite, je pense qu'il y a quand même un sujet de legacy et de tech. On reconstruit une stack, on a de la chance, avec des choses plus modernes, et on sait ce qui s'est passé par le passé. C'est à nous de se mettre peut-être plus en risque, de faire les bons investissements pour scaler mieux côté tech et data. C'est pas si facile, mais au moins on est prévenu, quoi. Super, merci beaucoup à tous les deux. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions. Alors j'ai essayé d'en poser au fil de l'eau, mais n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Vous n'êtes pas obligé de les poser sur l'appli, hein. Vous levez la main, vous la posez, je la répéterai pour qu'elle soit enregistrée. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont des questions supplémentaires ? La première, c'est toujours la plus difficile. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lance. Voilà, parfait, merci beaucoup. Je répète juste la question pour l'enregistrement. Donc c'est en synthèse la place du design dans vos deux organisations, avec peut-être des choses un peu précises en termes de nombre d'effectifs, de rôle dans l'organisation, de représentation dans un peu les strates de décision. Pour ceux qui ont utilisé Alan, j'espère que vous vous êtes rendu compte qu'on porte beaucoup d'attention à l'expérience utilisateur, donc le design est vraiment clé. Je pense un exemple, c'est que dans l'équipe initiale d'Alan, il y a Édouard Vautier, que vous connaissez peut-être, qui est un designer assez exceptionnel, et qu'on a eu. Alan a mis beaucoup de temps en fait à avoir des product managers. Donc là, je suis plus côté product management, mais le design était présent chez Alan depuis le tout début, hyper fort. Et on a cette notion de delight chez nous en interne qu'on pousse régulièrement sur garder un produit delightful. Donc je ne sais même pas exactement comment on traduit ça en français, mais c'est dans toutes nos releases, nos éditions de produits, on essaie de garder cette notion du petit plus qui fait la différence. Donc en quelques mots. Après, de manière plus classique, on a des product designers qui pensent vraiment l'expérience utilisateur au global et pas juste la UI. Et on en a autant que possible. On essaie d'avoir un ratio de 1 pour 1 PM pour donner un ordre de grandeur. Alors de notre côté, c'est clé aussi. En fait, c'est assez lié aux questions d'avant parce que s'il y a du legacy tech, il y aura du legacy design. En fait, ça va ensemble. Mais c'est très clé chez nous. Sur l'équipe produit, on a un peu plus de 40% des gens qui sont des designers de l'équipe. Et du coup, c'est assez important. C'est marrant parce qu'on a des principes produits que j'introduis à tous les new joiners. Et les deux premiers, c'est Build Beautiful Things, et le deuxième, c'est Node Design System by Earth. C'est vraiment le truc le plus important. Il faut le connaître par cœur parce que c'est ce qui fait qu'on ship justement des choses de qualité très vite. Donc c'est clé. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand on regarde le pourquoi les gens viennent sur Conto, les causes de good NPS, c'est l'application est belle, c'est simple, etc. C'est un peu surprenant parce que on build du core banking system, on est en train de builder des systèmes pour payer par carte, etc. Et les gens disent non, j'aime bien parce que c'est beau. Et donc du coup, en fait, c'est clé. Donc oui, c'est tellement clé. En fait, je pense qu'on en parle même pas. C'est vraiment built-in dans tout ce qu'on fait. Oui. Dans les grands concurrents,
Donc pareil, hein, je répète la question, en termes de roadmap, un peu de choix, d'arbitrage, est-ce qu'on s'inspire des gros en se disant voilà toutes les features qui nous restent à faire, ou alors est-ce qu'on essaie de trouver un peu la tangente pour être très différenciant? Alors donc il y a 2 cercles de concurrents, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Le cercle qu'on n'a plus le droit d'appeler néobanque, mais qui est dans ce monde-là, Revolut, Penta en Allemagne, etc. Ces gens-là, c'est pas qu'on copie, mais on regarde tout le temps ce qu'ils font. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'en fait, quand on voit 3 concurrents qui sortent la même chose à un moment, on se dit qu'on a potentiellement besoin d'y aller, parce que c'est certainement une bonne idée, et parce que sinon on va perdre des personnes, parce que du coup, ils vont aller vers les autres. Donc là, évidemment, on les regarde tout le temps. Le deuxième cercle, les banques traditionnelles, on ne regarde pas ce qui sort de nouveau parce qu'honnêtement, il n'y a pas un rythme de sortie qui est énorme. Ça fait partie des discussions qu'on a eues. Enfin, et je dis pas ça pour me moquer absolument, mais c'est vraiment et parce qu'ils ont buildé déjà plein de choses. En revanche, ce qu'on regarde, c'est ce qu'ils ont fait par le passé, parce que c'est évidemment ce qu'est la banque et la manière dont les personnes voient la banque aujourd'hui. Donc en fait, on prend ce que les banques traditionnelles ont fait et on essaye de le faire mieux, plus rapidement. Donc c'est sûr que par exemple, les banques traditionnelles font du crédit. A priori, c'est pas une mauvaise idée pour nous d'aller faire du crédit un jour. Voilà. Donc en fait on regarde les deux mais de manière très différente. Et chez Alan, on a la chance d'avoir, on a peu d'assurtech Alan 2 en fait. La fintech est très développée, il n'y a pas 40 boîtes qui font de l'assurance santé moderne. Donc on n'a pas vraiment ce cercle-là sur la partie assurance santé. Ensuite on a les gros compétiteurs des assureurs classiques, où là en fait on s'inspire dans le sens où on s'intéresse à ce qu'ils savent faire, mais le scope produit est tellement énorme et ils ont attaqué tous les marchés qu'en fait, on ne sait pas ce qui est important quand on regarde leurs produits. Et donc en fait, on regarde pour avoir une idée, mais on re-challenge tout en partant de nos clients, ce qu'ils nous demandent, et en essayant de prendre le moins de scope produit un peu traditionnel pour avoir le temps de passer sur la différenciation comme j'indiquais avant. Mais c'est sûr qu'on regarde et on a beaucoup de notre roadmap qui vient en fait de ce qui a été fait par le passé et de features ou de parties du produit qui sont considérées comme nécessaires dans l'industrie jusqu'à maintenant. Super, on peut prendre une dernière question, s'il y en a une. Si, très bien, parfait. La leçon, le truc, si vous pouvez vous souffler quelque chose à l'oreille, besoin d'un rien, vous pourriez faire un petit conseil plus à vous-même. Pardon, oui, je dois répéter. Le petit conseil, j'essaie de réfléchir à la nature du conseil, le petit conseil que vous pourriez glisser à votre vous antérieur. C'est très Augustin Trapenard comme question. Je pense que je vais rebondir sur un truc que j'ai dit avant. Nous, vraiment, la leçon, ça a été que les partenariats marchent très peu pour nous. Et donc la leçon, c'est qu'en fait, quand on est à petite échelle avec une équipe très motivée, construire nous-mêmes, c'est beaucoup plus efficace pour avoir la meilleure expérience utilisateur et pour scaler par la suite. On a essayé en France de passer par un partenariat sur certaines choses. Quand on a relancé la Belgique, on a fait nous-mêmes. Ça fait peur au début de se dire en fait c'est quelque chose de nouveau, on ne va pas y arriver, c'est risqué. Et en fait, avec une petite équipe qui va dans les sujets, qui est motivée et qui a en fait peu de volume, parce qu'au début on commence avec quelques utilisateurs, on peut avoir une bien meilleure expérience, on peut beaucoup mieux contrôler, on peut reconstruire ce dont on a besoin par la suite. Vraiment, la leçon en tout cas chez Alan, c'est build autant que possible, quoi. Et du coup, je vais, pour vraiment rester dans le thème, si tu t'attaques à des géants, si c'est ça le plan, je pense que le principal conseil, c'est ne t'en fais pas des ennemis, n'en parle pas mal. C'est des gens qui ont fait des choses assez incroyables. Et du coup, même si tu t'attaques à eux, il faut rester très très humble. C'est pas parce qu'on fait une belle UX qu'on va plus vite dans les premières années qu'on est meilleur. Donc mon conseil, ce serait ça. Exécute très rapidement, reste humble et surtout ne dénigre pas les gens qui ont buildé tout ça par le passé.